Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Aujourd'hui, pour la Journée internationale des droits des femmes, on vous propose une émission spéciale portrait de femmes qui est en 2 volets. D'abord, Mathieu Langlois aborde la vie de l'activiste et journaliste Dorothy Day. Bonjour Mathieu. Bonjour. Puis, Magali Lagu-Maltais nous présente la vie d'Hypatie d'Alexandrie, une femme philosophe et scientifique de l'Antiquité. Bonjour Magali. Bonjour. Avec nous en studio, nous avons Daniel Lemire. Bonjour. Et Anne-Émilie Lacerte. Bonjour. Bonjour. Et toujours un peu moins perdu, en régie, nous avons Julien Leroux. Bonjour Julien. Bonjour Charles, bonjour tout le monde. Bon, bien voici qui conclut mon introduction. Je passe maintenant la parole à Mathieu Langlois. Qu'as-tu à nous dire sur Dorothy Day? Un instant, Charles. Oh! On a des publicités. On a des publicités à faire. Je pensais les faire à la fin, mais là, tu me prends... tu me prends dans mon horaire de texte, là. Je vais me mêler de mes affaires. Non, ben on va les faire maintenant. J'invite tous les auditeurs d'Histoire de passer le temps à venir encourager les historiens et historiennes en formation de Montréal et du Québec à venir assister au colloque Jean-Marie Fecteau qui aura lieu la semaine prochaine sur, je crois, 3 jours. 3 jours, oui, exactement. C'est un événement qui est très important pour tous les étudiants qui étudient en histoire parce que c'est aussi une possibilité pour nous de faire parler, de parler, divulguer nos recherches et dans un climat où est-ce que vous pouvez voir vraiment nos visages et non pas au travers d'une caméra. C'est vraiment l'occasion pour nous de devenir famous. C'est exactement. Tellement. Fait que c'est au local DR200 de mercredi à vendredi. Voilà. Ouais, wow. Je l'annonce. Venez, s'il vous plaît. Puis je fais une table ronde de midi le vendredi, si jamais ça vous intéresse. Sur des sujets d'antiquité? Non, sur l'expérience de publication dans le monde académique. Donc, écoutez, je m'auto-publicise, vu qu'on est rendu dans la publicité. Si vous voulez une autographe de Magali, d'ici, vous pouvez aller la voir à ce moment. Bref, alors, une fois cette publicité terminée, on repasse la parole à Mathieu Langlois. Merci. Bon, les amoureux du cinéma vont être déçus parce que ma chronique va être sur Dorothy Day et non Doris Day, comme quelqu'un pensait. C'est un libraire à un moment, j'étais venu chercher un livre, puis il me croyait pas. Donc, je propose de faire la chronique en 3 parties, en fait. Présenter un peu sa vie, ensuite présenter qu'est-ce qu'elle a fondé, puis maintenant, aujourd'hui. Dorothy Day n'est pas beaucoup connue ici, elle est surtout connue aux États-Unis. Donc, je trouvais que c'était intéressant pour nous de connaître cette journaliste, écrivaine et activiste catholique. Donc, Dorothy Day est née à New York en 1897 dans une famille protestante mais non pratiquante. Son père est un journaliste sportif qui suit les courses de chevaux. Passionné par ça. Et donc, ce qui amène la famille à voyager un peu partout aux États-Unis. Il déménage à Oakland, en Californie. Et suite au tremblement de terre de 1906, il déménage à Chicago. Donc, c'est à Chicago qu'elle va passer son adolescence. À Chicago, elle s'intéresse de plus en plus pour tout ce qui est questions sociales. Elle lit Jack London, Upton Sinclair, qui publie à cette époque-là The Jungle. Oui, les fameuses saucisses. Exactement. Donc, sur les abattoirs. Et c'est son cas. En fait, c'est le Chicago qu'elle habite. Donc, elle va se promener là. Et ça va beaucoup la marquer. Elle va lire aussi un journal qui s'appelle The Day Book, aucun rapport avec son nom de famille, qui est en fait un journal qui est publié sans publicité. C'est un des premiers essais à l'époque. Un journal socialiste. Et elle s'intéresse beaucoup au mouvement socialiste et le mouvement syndical de The Industrial Worker of the World, the IWW, les Wobblies, qui existe encore. Et donc, en 1914, elle rentre à l'université d'Illinois à Urbana. Quand même. Donc, une éducation universitaire, c'est quand même pas quelque chose d'assez commun. C'était la première dans sa famille à aller à l'université, donc c'était quelque chose. Et en fait, elle suit pas un programme particulier, elle suit plusieurs cours. Elle sait pas en fait. Étudiante libre, disons. Ouais, un peu. Et elle rencontre là-bas quelqu'un, Rena Simons. Rena Simons, vous la connaissez peut-être, Rena Prom. Elle a été active en Chine avec les révolutionnaires. Et en fait, à cette époque-là, Rena s'intéresse pas du tout au socialisme. C'est une étudiante un peu ordinaire qui a son copain. Et tous deux font partie du club d'écriture de l'université.
Et Dorothy Day avait soumis un texte. Comment elle avait survécu pendant 3 jours en mangeant des cacahuètes salées. Et ils se sont dit, écoute, pourquoi tu ferais pas partie du club d'écriture? Et donc, ce qui est intéressant, c'est que il y avait Rena Simon, mais son copain, c'était Samson Raphaelson, qui est celui qui a fait le script du film de Jazz Singer, le premier film parlant. Premier film parlant. Ouais. Okay. Wow. Donc, c'est lui. Et donc, ici d'amitié. Et Samson Raphaelson, Rena Simons sont 2 étudiants juifs. Donc, Dorothy Day, qui vient d'un milieu chrétien, va être confrontée pour la première fois à l'antisémitisme parce que Rena est obligée de vivre à l'extérieur du campus parce qu'elle est juive. Puis elle peut pas faire partie des associations étudiantes aussi parce qu'elle est juive. OK, c'était vraiment marqué. Oui. Mais ce qui est quand même assez... Ça, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, Aux États-Unis qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale contre... Ouais. Mais qui n'ont pas voulu aussi accueillir plus de Juifs en Deuxième Guerre mondiale. Mais ça, c'est un autre débat, là. Mais on va un peu y revenir parce qu'elle va prendre position pendant la Deuxième Guerre mondiale. Que les États-Unis sont racistes. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Oui, faut que tu parles plus fort. Ah, ben c'est une blague de merde, de toute façon. On s'excuse pour les gens qui écoutent. On n'arrive pas à contrôler Julien. C'est ça. Aujourd'hui, désolé. Donc, 1914 à l'université, elle étudie 2 ans. 1916, elle quitte l'université pour New York. En fait, elle en a marre des cours. Ce qu'elle veut, elle, c'est la vraie vie, la vie active. Elle veut être journaliste. Donc, elle déménage à New York. Le seul problème, c'est que son père, qui était journaliste, connaissait bien les milieux, avait été voir ses amis journalistes, avait dit « Engagez pas ma fille ». Donc, les premiers journaux, comme... on parle de, justement, féminisme à la place des femmes, là. Bon, ben... C'est tellement cher. Et finalement, il va trouver un emploi avec The New York Call, qui est un journal socialiste situé dans le Lower East Side, qui était l'organe de presse du Parti socialiste. Puis son père, sa motivation, c'est parce qu'il croyait que c'était pas sa place de faire ça ou Son père était contre la place des femmes dans le milieu journalistique. Ah, bon, ben. Son père était un misogyne, raciste. C'est une mauvaise personne. Oui. Donc, sympathique. Non, son père est vraiment pas un modèle à suivre. Et donc, elle travaille pour The Call, et comme si dans le Lower East Side, à cette époque-là, est peuplé majoritairement par des Juifs. Des Juifs hassidiques qui viennent d'arriver. Donc, elle va continuer tout ce qu'on appelle son philosémitisme, en fait, son amour des Juifs, qu'elle avait développé avec Rena. Rena n'était pas une Juive pratiquante, mais elle va vraiment, au contact des Juifs hassidiques, développer plus une compréhension de de la religion juive. Alors, elle n'était pas vraiment intéressée par ça, mais c'est quelque chose qui va la marquer. Notamment son amitié avec Mike Gold, qui était le journaliste du Daily Worker, le journal du Parti communiste, qui venait d'une famille hassidique. Et sa mère avait une perruque, elle mangeait cachère, et Dorothy Day raconte que à chaque fois qu'elle allait manger chez la mère de Mike Gold, après la mère de Mike Gold détruisait les assiettes parce qu'elle avait mangé dedans, et comme elle n'était pas juive, ça aurait été pas cachère de manger avec. Wow! Donc, Okay. c'est vraiment comme... Il y a plein d'anecdotes comme ça qui sont intéressantes. Donc, Mike Gold qui a écrit Jews Without Money aussi, un roman qui est encore disponible si vous voulez le lire. En fait, après son séjour au Call, elle va se joindre au journal The Masses, qui est un journal plus bohème, Greenwich Village, avec John Reed, si vous avez vu le film Reds. Non, malheureusement. Celui qui a écrit 10 Days That Shook the World. Je connais le titre. Ça, moi aussi. Je connais le titre. Donc, c'est un des premiers à avoir décrit la révolution russe. Il avait été rencontré Lénine et tout ça. Ah, je crois que j'ai vu des images quand j'étais en parle. sociologie ou en histoire au cégep. Film à voir. Reds, Warren Beatty, C'est notre. Louis Bryan. Donc, c'est ça, elle rencontre John Reed. Elle va rencontrer Eugene O'Neill, le playwright, excusez-moi, le dramaturge. Et elle va avoir une relation amoureuse avec lui. Il va finalement l'abandonner. Et donc, ce milieu bohème qu'elle va décider de quitter pour devenir infirmière. Elle va devenir infirmière, et pendant qu'elle est infirmière, elle va rencontrer un autre journaliste qui est là parce que il se rétablit. C'était la Deuxième Guerre mondiale. Il avait attrapé la grippe espagnole. Première Guerre mondiale, non?
Oui. La chronique. Oui, ok, c'est ça. J'ai le deuxième. La grippe Oui, espagnole, c'est ça. écoutez, Je m'excuse. Anne-Émilie Lacerte. C'est ça. Ouais, voilà. On fait de la publicité pour Ben ma oui. chronique. Donc, elle rencontre un patient, Lionel C. Moises, qui était un journaliste du Kansas City Star, journal où Ernest Hemingway a commencé. Et c'était le mentor, d'ailleurs, de Ernest Hemingway. Donc, elle développe une relation amoureuse avec Lionel Moises et elle tombe enceinte. Et Lionel Moises lui dit, écoute, si tu veux rester avec moi, tu te fais avorter. Et après, on pourra rester ensemble. Elle se fait avorter, il décide de la quitter. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! On est dans quelles années? Là? Les années 20. Fait que les avortements, ça se fait avec... Avec un cintre avec ou... un cintre. ouais. Ça Ou va gratter l'intérieur. Peut-être un médecin qui en pratique illégalement. Aussi. Si on peut espérer, mais quel homme Mais surtout, dégueulasse! suite à cet avortement, en fait, elle pense qu'elle est plus capable d'avoir d'enfant. Parce que... Ouais, puis c'était souvent le cas Ben aussi. oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça détruisait pas mal. Les organes étaient pas mal détruits. Ah! Donc, suite à cette relation désastreuse, elle épouse un riche, Berkeley Tobey, et elle part avec lui en Europe, à Capri. Ça a l'air romantique, mais les deux se rendent compte qu'ils se supportent pas. Donc, ça lui laisse du temps pour écrire son roman qui va devenir la 11e Vierge, 11 Virgin, qui va être adapté au cinéma en 1925 sur le titre de Woman Hater. Ah. Donc, si vous voulez le voir, c'est pas un grand film, mais c'est librement inspiré du roman de Dorothy Day. Donc, quand elle revient aux États-Unis, en fait, elle quitte son mari et elle part pour la Nouvelle-Orléans. Et là-bas, elle apprend que son roman a été acheté par Hollywood pour faire le film. Donc, elle reçoit $5 000 à l'époque, ce qui est quand même une somme assez importante. Très grosse. Mais c'est quand même particulier parce que c'est une femme qui quitte son mari à une époque où non plus ça se fait pas. Donc, est-ce qu'elle a une bonne réception dans les divers milieux? Ou... Oui, parce que elle était dans un milieu socialiste. Donc, le milieu, c'était Emma Goldman aussi. Tout le milieu de l'amour libre, Elizabeth Gurley Flynn et tout ça. Excellent. Donc, c'était pas quelque chose de mal vu pour le milieu qu'elle fréquentait. C'est sûr que ses parents voyaient pas ça d'un très bon œil. Particulièrement Surtout son père. Et en fait, avec cet argent-là, elle va s'acheter une petite maison de plage sur Staten Island. Et c'est une maison qui était juste à côté de la maison de Mike Gold, en fait. Donc, ils vont continuer leurs amitiés. Puis elle va rencontrer un homme, Foster Batterham, et elle va avoir une relation... ils vont vivre ensemble sans être mariés. Puis elle va découvrir qu'elle est enceinte de sa fille, Tamar, un nom juif. De l'Ancien Testament. Donc, suite à ça, elle va décider de se convertir au catholicisme. Pourquoi? Parce qu'elle veut offrir à sa fille une structure. Elle trouve que suite à sa vie un peu tumultueuse, l'Église catholique qui est très verticale, pyramidale dans son pouvoir, elle dit, ben, au moins ma fille va pouvoir bénéficier d'une structure. Puis aussi, à l'époque, l'Église catholique est composée majoritairement d'immigrants italiens, polonais, allemands, qui sont pauvres. Donc, elle s'est attirée vers les pauvres et c'est l'Église des pauvres. C'est l'Église des très, très riches et des très pauvres. Okay. Mais aux États-Unis, plus des pauvres. Puis en fait que finalement, l'homme avec qui elle a la relation jamais va assumer un peu son rôle de père ou être un époux. Donc, je comprends. Non, il va la quitter ensuite. Bon. Il va donner des sous pour l'éducation de Tamar. Il va être dans le portrait, mais il va jamais être très présent. En fait. C'est vraiment Dorothy qui va prendre en éducation, son éducation en charge. Vous m'arrêtez si je parle trop, là. Pas de problème. Et donc, le problème, c'est qu'elle se convertit au catholicisme, mais là, on sait que Dorothy vient d'un milieu socialiste. Comment concilier ses convictions politiques socialistes avec sa foi? Parce Puis que aussi, étrangement, peut-être aussi comment t'avais dit ça tantôt, mais son acceptance des Juifs, peut-être? oui, son philosémitisme. Ouais, c'est ça, philosémitisme. C'est quelque chose qui va venir après, qu'on va voir pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je vais essayer de l'aborder un peu. En fait, ce qui va arriver, c'est la crise économique. Quand elle se convertit, c'est cette période-là. Donc, le problème, c'est comment s'occuper des pauvres, comment leur donner des emplois, comment s'investir. L'État s'en occupe pas. L'Église catholique s'en occupe pas vraiment aussi. Donc, elle est un peu elle a un conflit intérieur parce que elle se dit l'Église catholique fait rien, je suis catholique maintenant. Oui, Puis c'est les communistes qui font des choses. Ils organisent des marches, ils mobilisent, ils distribuent de la soupe. Comment je peux réconcilier ça? En fait, elle va faire une rencontre qui est un peu spéciale. Elle va rencontrer un homme un peu fou, un fou génial, on pourrait dire. Peter Morin. Comme Julien, dans le fond. Ouais, c'est ça.
Il hoche la tête. Je suis d'accord. Peter Morin, en fait, c'est un Français qui a immigré au Canada, en Saskatchewan, parce qu'il voulait être fermier. Et son compagnon, avec lequel c'était pas une relation amoureuse, mais ils étaient deux à avoir immigré, va mourir. Puis c'était des conditions désastreuses au Canada, donc il va aller aux États-Unis. Aux États-Unis, il va devenir prof d'anglais. Finalement, prof d'anglais, ça l'intéressait pas. Il va devenir comme un travailleur itinérant. Et il va se passionner pour tout ce qui est la doctrine sociale de l'Église. Il va lire beaucoup. Il va se mettre à composer des poèmes qu'il appelle des easy essays. Et donc, dans les easy essays, il va développer sa vision de la doctrine sociale de l'Église, de comment on devrait agir. Son plus célèbre, qu'on cite souvent, c'est The Dynamite of the Church. Et là, il nous incite à faire allumer la dynamite de l'Église, justement. Et en fait, ça veut dire quoi, en fait? Ben, c'est que l'Église a un programme social qui est assez, on pourrait dire, révolutionnaire. Ouais. On en parlait tout à l'heure. On parle souvent que l'Église condamne le socialisme, mais condamne aussi le capitalisme. Ouais. Et donc, ce que les catholiques américains ont pas beaucoup fait, c'est qu'ils ont été beaucoup dans une approche où on condamnait le socialisme, mais on mettait pas de l'avant la doctrine sociale de l'Église. Et c'est quelque chose qui a manqué. Et lui, Peter Morin, c'est ça le point de vue qu'il amène, c'est de dire, on était beaucoup dans la condamnation, mais on n'a pas amené les bons côtés, entre parenthèses, de l'Église. Puis les socialistes, les communistes, ils nous montrent le bon côté. Comment ils agissent, c'est comment nous, on devrait agir. Puis c'est ça qui est intéressant avec Peter Morin, c'est qu'il a un point de vue où il interagit avec beaucoup de personnes, avec des athées, des communistes, des agnostiques, des gens. Il y a cette ouverture d'esprit avec lui, dans lequel Dorothy Day se reconnaît. Puis ce qu'elle va se reconnaître aussi, c'est qu'il a un programme en 3 points. Ouvrir des maisons d'hospitalité, distribuer un journal et retourner à la Terre. Mais ce Peter Morin-là, est-ce qu'il avait une éducation, disons, avancée? Est-ce que c'est un étudiant? Il a fait son éducation un peu par lui-même. En France, il faisait partie des frères des écoles chrétiennes. Puis il était un peu rebelle, donc il s'est fait exclure. Il est parti, on sait pas trop. Et en fait, tout ça, c'est des lectures qu'il a fait par lui-même. Et en fait, il y a des gens qui disent que c'était le théologien catholique du 20e siècle qui était le plus savant. Wow. Et quand on lit, il y a moyen, on peut argumenter là, mais c'était une tête, pas mal. Et puis il a cette idée qui est encore chez les catholiques workers des Friday night meetings, donc d'inviter les gens tous les vendredis soirs à venir donner une conférence. Donc lui, il allait sonner chez la porte des professeurs d'université, des sociologistes, des activistes, puis il disait, est-ce que vous voulez venir parler? Wow. Et c'est une tradition qui est encore là. Tous les vendredis soirs, vous pouvez assister, c'est gratuit. Wow. Très, très cool. Donc, c'est ça. Donc là, Dorothy Day se sent appelée à ça. Ils vont partir les catholiques workers. Le seul problème, c'est qu'aussi, Dorothy Day, Peter Morin a une vision qui est très centrée sur la terre, comme il vient d'un milieu paysan, et Dorothy Day, qui vient plus d'un milieu socialiste, a plus une vision du monde ouvrier. Et ça va rentrer un peu en conflit. Peter Morin, lui, ce qu'il voulait, c'est partir un journal, mais qui avançait ses idées. Et Dorothy Day, quand même, se laisse pas marcher sur les pieds. Elle dit non, on va parler de tes idées, mais on va parler aussi de la condition générale des ouvriers. Et c'est ça le journal, ce qu'elle va mettre de l'avant. Donc là, c'est la crise économique. Rapidement arrive la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, on sait bien que les Européens étaient au courant de la montée au pouvoir d'Hitler. Les catholiques américains aussi. Je me souviens, j'ai lu une lettre dans les archives du diocèse de New York d'un prêtre dans les années 30 qui était en Allemagne, qui dit « Non, les Juifs vont bien. Oui, il y a un discours antisémite, mais écoute, on devrait le tolérer. » Et Dorothy Day, en fait, par rapport à ça, elle, ce qu'elle va dire, c'est dès 1933, elle écrit une lettre. Et elle dit « Hitler est un danger. Et pour un danger en Europe, mais aussi pour les États-Unis. » Parce qu'on voit une montée d'antisémitisme aux États-Unis. 1933, là, quand même. C'est quelque chose. Puis ça va être refusé. Ils vont refuser de le publier parce qu'ils vont dire non, c'est pas un problème. Donc, on voit que malheureusement, elle a eu raison. Et donc, elle va beaucoup s'engager. Elle va joindre un comité, c'est le comité des catholiques contre l'antisémitisme. Et elle va être beaucoup dans le dialogue interjuif pendant cette période-là. Après la Deuxième Guerre mondiale, elle va s'engager contre les armes nucléaires.
contre la guerre du Vietnam. Tous les mouvements de la guerre du Vietnam pour la paix, okay. Anti-guerre du Vietnam, viennent un peu de Dorothy Day, dans le sens que même les activistes non religieux vont s'identifier à elle, à ce qu'elle a fait. Et il y a Abby Hoffman, qui est un hippie célèbre, qui a dit que c'était la première des hippies. Ah ouais. C'était vraiment the original hippie. Exactement. Donc on peut se dire, on arrive à mon troisième point, qu'est-ce qui reste de nos jours? De nos jours, il reste 200 maisons des Catholic Workers à travers le monde, dont aux États-Unis. Et vous pouvez toujours aller les voir. Leur maison mère est à New York, à Mary House et Saint Joseph House. Une maison pour les hommes, une maison pour les femmes. Okay. Tout comme je disais, tous les vendredis, il y a des Friday Night Meetings. Et donc, c'est assez dynamique. Et aussi, de façon assez intéressante aussi, c'est que le procès en canonisation pour Dorothy Day, donc pour qu'elle devienne sainte, est ouvert. Okay. Et donc ça veut dire que c'est en cours. C'est en cours en ce moment. Et ça risque d'arriver. Donc, ça prend des miracles. Pas nécessairement. Ça prend des miracles, mais c'est pas le point le plus important aussi. Ah, OK, je savais pas que c'était obligatoire. C'est aussi la volonté. On est de plus en plus dans une église qui veut faire des saints qui sont des modèles pour la société. OK. Et donc, on met plus nécessairement l'accent sur les miracles. On met l'accent sur justement le modèle et d'avoir une femme laïque, mère monoparentale, qui a eu un avortement. Pas juste ça, qui a milité pour la paix, qui était contre la guerre. C'est assez fort aussi. L'Église veut beaucoup mettre de l'avant le fait qu'elle était anti-avortement. Suite à son avortement, elle est devenue anti-avortement. Ils essayent de jouer là-dessus en oubliant le côté pacifique. Parce que l'Église aime bien être contre l'avortement, mais ils parlent pas des guerres. Aussi, c'est des choses qu'il faut rappeler. La pauvreté aussi. Mais faut quand même ici dire que la posture de l'Église contre l'avortement est probablement pas la même que celle qu'avait Dorothy Day à l'époque. Non, la posture contre l'avortement était la même. L'Église, officiellement, la posture officielle est contre. Okay. Puis dans le fond, c'est une femme qui a comme une sorte de... a fait des actions féministes, mais en même temps des positions qui ne sont pas nécessairement... En même temps, c'est une femme de son temps et catholique. Là, donc, qui est très qui a un conflit intérieur, en fait. Puis c'est le problème aussi, elle met souvent de l'avant Peter Morin. Elle dit, écrivez pas sur moi, écrivez sur Peter Morin. Et en fait, je pense qu'elle était consciente de sa vision de femme et qu'on la prendrait pas au sérieux si elle était toute seule. Et Peter Morin était comme une forme d'approbation pour elle. Puis je pense que c'était nécessaire pour elle. Je pense qu'elle pensait réellement que c'était pas une leader, mais que c'était Peter Morin, puis elle avait besoin de ça. Donc, effectivement, si on peut dire que c'était une femme de son temps, parce que elle avait, tout en promouvant certaines actions féministes, elle aussi, elle avait cette vision un peu qu'on pourrait qualifier de rétrograde. Ou du moins genrée, là. C'est une tendance très, très fréquente dans les années 30 pour une femme, des fois, pas nécessairement de se mettre de l'avant dans alors qu'un homme, lui, va toujours se mettre au centre du journal, alors qu'elle va se mettre un peu peut-être en retrait, même si elle peut-être important et très important. Même encore aujourd'hui. Oui. Sinon, juste comme ça, on sait qu'il y a 3 stages avant d'atteindre la canonisation finale. Dorothy Day est rendue à quel stage? Au premier, donc servante de Dieu. Après, c'est bienheureux. Et ensuite, c'est saint. Ce qu'il faut aussi, c'est que Dorothy Day, ce qui est particulier, normalement, les saints n'ont pas d'enfants. Mais là, elle a une fille. Sa fille est décédée, mais elle a eu des petits-enfants, 9 petits-enfants. Et là, il faut qu'il y ait l'accord aussi des petits-enfants. Et les petits-enfants sont pas tellement catholiques. Il y a Martha, qui est catholique, qui, elle, poursuit l'héritage de sa grand-mère, qui est très impliquée pour la paix et tout ça. Mais l'Église essaye aussi de respecter la volonté de la famille. Puis ça n'a pas été quelque chose d'évident aussi d'avoir une sainte, puis d'avoir des enfants aussi, ils ont dû vivre avec ça, d'être des petits-enfants de Dorothy Day, c'est pas facile aussi. Donc, puis c'est très compliqué. Donc, il y a ça qui retarde aussi un peu le processus, mais elle est tellement populaire aux États-Unis, particulièrement chez les jeunes. Puis, c'est tellement un beau modèle que c'est sûr que ça va finir par être... Quand tous ces petits-enfants sont morts, c'est sûr qu'elle va être canonisée. Mais ce qui serait intéressant, c'est que ça soit fait du vivant de ses petits-enfants. Je pense que ça serait quelque chose d'assez particulièrement. Voir sa grand-mère canonisée, là, c'est quelque chose. Tu mets ça dans ton CV en passant. Ma grand-mère était une sainte. Ça comme ça. Mais non, c'est lourd. C'est lourd à porter. Si ça vous intéresse, allez voir Martha Hennessy sur Internet. Elle est passée dans les informations récemment parce qu'elle s'est fait arrêter pour avoir été sur un site militaire. Elle proteste beaucoup contre les armes nucléaires. Et donc, en ce moment, il y a le procès des Plowshare.
Et donc, si vous allez voir sur Internet, Martha est une personne assez intéressante à suivre, qui suit l'exemple de sa grand-mère. Ah ouais. Donc, ouais, ce sera peut-être pour une prochaine chronique. Intéressant. Donc, voilà. Bon, ben, en fait, merci beaucoup, Mathieu. C'était très intéressant. En fait, je pense qu'on a tous et toutes appris aujourd'hui. Oh oui, on s'en va en pause musicale. Julien, qu'est-ce qu'on s'en va écouter? On va écouter Juste un peu de temps par Maude Audet. Rebonjour et re-bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. On entame plutôt le deuxième volet de notre émission spéciale Portrait de femme avec la chronique de Magali. Qu'as-tu à nous raconter sur les femmes de l'Antiquité aujourd'hui? Ben oui, en fait, c'est en l'honneur de cette émission spéciale
pour le droit des femmes, qui vont d'ailleurs être célébrées le 8 mars prochain, que j'ai poursuivi une sorte de mini-série que j'avais commencé il y a 2 semaines. Je voulais présenter en fait des femmes qui étaient au spectre opposé là, de l'Antiquité. J'avais commencé avec Aspasie de Milet au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et là, justement, je viens plutôt vous parler de l'Antiquité tardive et d'Hypatie d'Alexandrie. C'est une femme philosophe, une femme de science qui était vraiment influente dans l'Égypte romaine des 4e et 5e siècles, mais de notre ère. Donc, vraiment pas la même période du tout. Cette Hypatie, elle est née entre 355 et 370. C'est pas trop clair, on le sait pas trop. Mais elle était à la fois, comme je l'ai dit, philosophe néoplatonicienne, mathématicienne et astronome. Donc, vraiment un curriculum assez impressionnant. On sait qu'elle a écrit surtout sur les mathématiques et l'astronomie, mais malheureusement, il n'y a aucune œuvre complète qui est parvenue jusqu'à nous. On sait, par exemple, qu'elle faisait des commentaires sur des œuvres de mathématiques qui étaient antérieures à elle. Donc peut-être qu'au fil des recopiages de ses œuvres, ses commentaires se seraient mêlés à la théorie originale. Donc peut-être il y a certains chercheurs qui pensent qu'à travers ces œuvres-là, il y a une petite partie d'Hypatie qui est parvenue jusqu'à nous, mais c'est pas tout à fait certain. On sait aussi qu'elle était habile de ses mains parce qu'elle était capable de fabriquer des astrolabes. C'est un instrument d'astronomie qui permet de voir le positionnement des étoiles, notamment du soleil, puis faire des calculs sur l'heure, en tout cas, toutes sortes de choses. Et enfin, son père, il était à la tête d'une école qui était nommée le Mousséion. C'est un mot qui a donné le mot musée en français et qui fait référence à une autre grande école qui avait été fondée à Alexandrie au début de l'époque hellénistique, donc avant Jésus-Christ, là, ça fait quand même un certain temps. C'était une institution qui regroupait ou qui avait le but de regrouper les meilleurs savants de toute la Méditerranée, de les regrouper à Alexandrie pour lui donner vraiment un aura de grande capitale intellectuelle. Donc c'est à ça que son père fait référence, son père qui s'appelait Théon, dans son Mousséion qu'il a fondé. Et là, dans cette école, il enseignait lui aussi la théorie néoplatonicienne dans la tradition d'un auteur qu'on appelle Plotin. OK. Oui. Les néoplatoniciens, c'est quoi ça? C'est ça. Alors là, excellente question. je vais m'excuser d'avance aux potentiels philosophes qui m'écoutent. J'ai fait de mon mieux pour résumer. J'ai jamais été très vite à comprendre la philosophie. Donc, s'il y a des plaintes, communiquez avec moi. Je vais faire un rectificatif. Mais de ce que j'ai compris, et en fait, comme le nom l'indique, le néoplatonisme, ça s'inspire des travaux de Platon. Platon, c'est un philosophe qui a vécu 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ et qui a influencé la philosophie encore moderne. Là. Platon, c'est la base. Et ce qui intéresse les gens chez Platon, c'est surtout un problème qui s'appelle l'un et le multiple. Et l'un, ce serait une unité qui transcende un peu tout. Et c'est l'unité qu'on possède tous en tant qu'être, mais que si on l'avait pas, on ne serait pas. Okay. Donc, c'est un petit peu particulier comme concept. Et comment est-ce qu'on conjugue ce principe transcendant avec le fait qu'il existe une multiplicité de choses, de phénomènes, d'idées? Donc, il y a un problème de trouver l'un parmi le multiple. Est-ce qu'il y a du multiple dans l'un? En tout cas, bref, de ce que j'ai compris, c'est à peu près ça. Mais je m'attendrai pas plus longtemps parce que là, je risque d'entrer sur des cas que je comprends pas du tout. Magali? Oui. On a déjà reçu 10 plaintes. Je vous remercie. Je vais vous les lire ce soir. À tous nos auditeurs, il y a des manières d'écrire les plaintes. Ouais, je vais les lire avant de me coucher, histoire de me remonter le moral puis pleurer en m'endormant. Hein? Soyez fiers de vous. En tout cas, ce que je peux dire sur le néoplatonisme, c'est que c'est quelque chose qui était vraiment influent durant l'Antiquité tardive, qu'il y avait des écoles de néoplatonisme à Alexandrie en certaines quantités là, qui suivent certains courants et qui doivent différer de ce que je vous ai expliqué. Et toujours est-il qu'Alexandrie, c'était vraiment une sorte de capitale intellectuelle encore à ce moment-là, même si Athènes, par sa longue tradition, était considérée comme la première, Alexandrie venait juste ensuite. Et dans cette Alexandrie très intellectuelle, Hypatie va suivre l'exemple paternel et elle va enseigner la philosophie, les mathématiques et l'astronomie à des étudiants qui viennent de partout dans l'Empire romain. Ça peut être des païens, ça peut être des chrétiens, c'est des étrangers même. Et d'ailleurs, il faut que je précise qu'elle est païenne, c'est-à-dire qu'elle va honorer les dieux ancestraux gréco-romains, là, donc Zeus dans son incarnation grecque ou Jupiter là, pour les Romains et compagnie, parce qu'il y en avait plusieurs. Mais qu'à cette époque, le christianisme est vraiment
en train de prendre une influence et une importance nouvelle, surtout dans la partie orientale de l'Empire romain et particulièrement aussi en Égypte, qui est très, très fort. Donc, une sorte de cohabitation qui est encore possible, mais qui va tendre à s'effacer avec la montée du christianisme. Et à en croire, en fait, des sources un peu postérieures là, à Hypatie, elle va donner des conférences sur les écrits de Platon, d'Aristote, mais aussi des conférences publiques. Ça, c'est vraiment intéressant. Elle va se promener dans la rue et vraiment aborder le peuple pour lui partager ses connaissances. Donc, c'est vraiment, elle s'inscrit vraiment dans la tradition des philosophes qui avaient tendance, par exemple. Oui, comme Socrate qui se promenait, qui allait... Le doigt en l'air. C'est ça. Comme sur la fameuse fresque, poser des questions aux gens, ou je pense aussi à Diogène, là, qui cherche un homme juste en lançant des poulets déplumés aux gens, mais ça ce serait une autre chronique sur Diogène et un personnage particulier. Mais la semaine dernière, quand tu nous parlais d'Aspasie, tu nous montrais comme une société qui laissait vraiment peu de place aux femmes. Puis là, on est dans l'époque romaine, certes, mais comment est-ce qu'elle a réussi, Aspasie, pas Aspasie, pardon, Hypatie, ouais. à faire tout ça. Oui, elle avait une figure paternelle qui était complètement l'opposée de celle de Dorothy Day. Ouais. Pour les époques, mais comment est-ce possible? Cool. En fait, c'est ça, c'est un peu particulier parce que si les femmes romaines avaient une vie qui était un peu moins confinée que les femmes grecques, qui avaient plus de latitude dans leur vie, puis peut-être quoique Hypatie fait partie de la tradition grecque, on peut penser que comme ça fait longtemps que les Grecs sont intégrés dans l'Empire romain, il y a eu une certaine détente. Ben, c'est pas normal qu'une femme ait une vie publique. Donc, elle est souvent reléguée à la sphère privée. Et c'est comme difficile, en fait, de savoir exactement pourquoi. Peut-être justement parce qu'elle avait une grande instruction, qu'elle venait d'un milieu probablement très aisé, que c'est un peu une exception. Peut-être aussi que c'est parce qu'elle était restée vierge toute sa vie, selon la légende. Et d'ailleurs, ça c'est mon anecdote, je pense, préférée. Il y avait plusieurs courtisans là, qui venaient pour essayer de la marier, parce que supposément qu'elle était très belle. Et pour les traumatiser et les faire fuir durablement, elle aurait montré un linge taché de son sang menstruel qui les aurait fait paniquer et plus jamais elle n'a été embêtée. Donc retenez ce truc très efficace contre le harcèlement. Yes. Bonne tactique. Puis en fait, il y a aussi une source contemporaine. C'est un homme qui s'appelait Socrate le scolastique, qui disait d'elle qu'elle avait fait des si grands progrès dans les sciences qu'elle surpassait tous les philosophes de son temps et enseignait dans l'école de Platon et de Plotin à un nombre presque infini de personnes qui accouraient en foule pour l'écouter. Grâce à son contrôle d'elle-même et à la facilité avec laquelle elle avait développé la culture de son esprit, elle n'hésitait pas à fréquenter et à apparaître en public en présence de magistrats. Oui, magistrat, excusez, j'ai eu de la misère à dire ça. Elle se sentait pas non plus décontenancée à l'idée de se rendre à une assemblée d'hommes, ce qu'elle faisait toujours sans perdre sa pudeur ni sa modestie, qui lui attirait le respect de tout le monde. Donc avec cette dernière phrase-là, je me dis, tu sais, peut-être que cette virginité, ça la mettait dans une catégorie un peu à part. Elle n'était pas dans une famille, n'était pas sous le contrôle direct d'un homme, peut-être à part son père, mais il avait vraiment l'air d'être un homme qui lui permettait là, ouais, ben il y a des traités qui a écrit où est-ce qu'il parle ouvertement que sa fille a fait des commentaires sur le traité, donc ça avait l'air d'être vraiment une bonne relation. En effet, le contraire de Dorothy Day. 1500 ans plus tôt. Pour les futurs pères, là, voici un exemple à suivre de père. Là. Voilà. Mais ça a été écrit par Socrate le scolastique. Cette citation-là. Oui, cette citation-là, ben c'est celle que j'avais mis dans ma publicité. Si jamais mais vous est-ce que ce monsieur-là, c'est-tu le même Socrate? Non. C'est un autre Socrate. C'est un écrivain chrétien de l'Antiquité tardive. Socrate, le philosophe, lui, c'était plutôt le 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, ça fait très longtemps. Ça fait presque 800, 900 000 ans. Donc, ça fait un bon bout, mais il est toujours présent à l'esprit des gens parce que sa philosophie à travers Platon a vraiment continué à essaimer.
J'ai une question pour toi. Oui. Ça peut paraître comme peut-être bête, mais non. Pourquoi il dit sans perdre sa pudeur ni sa modestie? C'est un peu bizarre, comme on sait bien qu'elle n'allait pas se déshabiller parce qu'elle était en public. Je sais pas, là, ça me semble étrange. Comme, probablement que sa pudeur, ça veut dire c'est comme une sorte de retenue qu'on a, une sorte de dignité, probablement que juste pour dire que c'est subversif ce qu'elle fait, mais pas trop. Tu sais, elle va sûrement laisser l'homme parler ou les hommes peut-être pas prendre une grande place nécessairement. Fait que je pense que c'est à ça qui fait référence parce que c'est des qualités qu'on recherche chez une femme dans l'Antiquité. Donc la pudeur, la modestie. En fait, il y a un adage antique qui dit que la femme parfaite est en silence. Là, donc c'est la plus grande qualité d'une femme, c'est d'être en silence. C'est ça. Donc je pense que ça tourne autour de ça. Ouais, c'est génial. Mais clairement, elle a dû apprendre à maîtriser parfaitement un peu ce rôle-là, tout en commençant à mélanger des caractéristiques associées à l'homme, comme enseigner, par exemple. Ben, c'est ça, je pense qui la rend vraiment exceptionnelle, là, puis qui est vraiment fascinant dans son cas parce que je pense qu'elle a vraiment commandé le respect de gens et en fait d'hommes qui étaient en charge de la ville. Puis l'exemple un peu... Elle a réussi à faire accepter sa sortie d'un rôle de genre. C'est ça. Ben là, on va voir jusqu'à quel point. Ouais, parce que, attendez la suite, tout le monde. Mais l'exemple un peu fort de cette influence et finalement du pouvoir direct qu'elle avait dans la vie de la cité, on le connaît à travers son ami et son ancien élève qui s'appelait Synésios de Cyrène. Ça, c'est un homme qui est chrétien, qui va devenir d'ailleurs l'évêque de Ptolémaïs, qui est une ville romaine dans l'actuelle Libye. Et lui va toute sa vie correspondre avec Hypatie. Et c'est grâce à certaines de ses lettres qui ont été conservées encore aujourd'hui qu'on connaît des choses sur la vie d'Hypatie. C'est la principale source qu'on détient sur elle. Et dans une de ses lettres, Synésios, il va vraiment écrire à Hypatie pour lui demander d'intercéder en la faveur de deux personnes qui sont en pleine querelle civile. Puis là, ça fait des troubles dans la cité. Donc, il lui dit carrément, tu as le pouvoir, tu devrais bien l'exercer. En tant que philosophe, tu dois introduire des valeurs morales dans la vie politique, tu dois agir pour le bien de tes concitoyens. Donc, vraiment, c'est une femme à qui on fait appel pour des conseils, pour régler des problèmes. Donc, en fait, c'est ça qui m'attire chez elle et que je trouve vraiment fascinant parce qu'elle transgresse totalement le rôle qui est censé être celui de la femme. Un homme qui lui dit, tu as le pouvoir, tu es philosophe, agis, c'est quand même incroyable. Oui, note encore à tous les futurs pères, vous pouvez faire ça aussi. Non, mais c'est ça que je trouve. Futurs amis de filles. Oui, en fait, à tout le monde, là. Mais oui, c'est ça, mais je l'ai trouvé vraiment génial comme ami. J'étais comme, c'est quand même révolutionnaire, bravo, Synésios. Et malheureusement, comme on en parlait, qu'elle justement transgressait un rôle de genre, puis que malgré tout, elle semblait faire quelque chose d'intéressant avec ça, mais c'est probablement ça qui va causer sa perte, malheureusement. Et là, je vais devoir expliquer un peu le contexte de la vie à Alexandrie, qui est très mouvementée à ce moment-là. Autour de 412-413, il y a un nouvel évêque qui va être nommé, qui s'appelle Cyril. Et il entre en poste à Alexandrie suite à une lutte de pouvoir qui l'a opposé à un ennemi. Bon, ça a été très, très difficile. Et ses premières actions vont vraiment être de punir ceux qui ont soutenu son rival, par exemple en leur confisquant leur propriété. Et dès les débuts, cet homme-là n'a pas l'air très sympathique à Hypatie ou à son école. Pas clair exactement pourquoi, mais on sait que Synésios, son élève, son correspondant, cet ami d'Hypatie, a écrit une lettre à Cyril pour lui dire que, en tant que jeune évêque, il pouvait se faire montre d'inexpérience, peut-être qu'il se trompait dans ses choix, donc peut-être qu'il s'est senti un petit peu infantilisé, n'a pas beaucoup aimé ça. Ça l'a touché un ego. C'est ça. Masculinité fragile, antique. et ce Cyril, en fait, malgré cet avertissement de Synésios, va continuer vraiment ses exactions, ou en tout cas ses actions très discutables. Par exemple, ce qu'il va faire, ça va être de fermer les synagogues dans un premier temps, ensuite confisquer les propriétés appartenant aux Juifs et finalement les expulser de la ville en 414. Et c'est là que je vous invite à écouter avec moi un extrait du film Agora, qui va s'inspirer assez librement là, de la vie d'Hypatie, mais aussi de cette tension religieuse, politique qui existe à Alexandrie et qui, semblerait-il, est un excellent film dont j'ai seulement vu des extraits, donc je serais curieuse d'aller le voir et je vous invite aussi à le faire. On échangera là-dessus. Et ce que vous allez entendre, c'est malheureusement en anglais, donc je vais résumer un peu. C'est une scène où Cyril, l'évêque, incite littéralement le peuple d'Alexandrie à une sorte de haine des Juifs qui va résulter dans le film à un massacre. Donc c'est quand même assez une scène assez intense et qui résume un peu le personnage de Cyril.
for those who have done this. No, not of God, not of love, not of piety. They know not, because it is they who repeat the words of the scriptures with no understanding at all. It is they who saw only a man when the Son of God was standing in front of them. And it is they who in their blindness mocked him and crucified him. Jews, those evil butchers of our Lord! Because God has already condemned them. It is God's will that they live as slaves, cursed and exiled until the end of time. Cursed and exiled! Ouais, alors on voit que c'est assez intense comme discours là. On n'a pas d'exemple papier là, qui aurait dit ça, mais ici on reprend beaucoup de clichés sur les Juifs. Hein, c'est ceux qui ont crucifié le Christ. Ils sont condamnés par Dieu à une vie de servitude, d'exil, de malédiction. Donc c'est une action, en tout cas, qui va vraiment choquer un personnage très important à Alexandrie. C'est le préfet romain. Donc, c'est comme une sorte de magistrat en charge. C'est comme un sommet politique, un représentant de l'empereur lui-même. Cet homme s'appelle Orestre. C'est un très bon ami d'Hypatie et il s'est récemment converti au christianisme. Une chose qui l'empêche pas d'être vraiment choqué par ce que Cyril a fait. Et il va même écrire une lettre à l'empereur dénonçant les actions de l'évêque, là, très franchement, ce qui va provoquer une réelle querelle entre Cyril et entre Orestre. Là, ça va pas du tout. Cyril collectionne les conflits, on dirait. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un de très controversé qui, visiblement, avait une sorte de plan pour arriver à la tête de la ville, ou avait vraiment, du moins, une sorte de plan pour promouvoir, je pense, la chrétienté d'une manière un peu discutable, je pense. C'est pas... Et ça s'en vient vraiment d'une façon... en fait, ça se teinte d'un conflit civil, puisque les attaques dans les rues, les partisans de Cyril vont essayer d'assassiner Oreste lors d'une émeute en pleine rue. Oreste va répliquer en torturant et tuant le moine responsable de l'émeute. Et là, à un moment donné, les citoyens les plus en vue d'Alexandrie, dont beaucoup de chrétiens, vont les forcer à une trêve parce que voilà, ça mine la paix d'esprit de tout le monde que cette querelle qui déborde jusque dans les rues. Et c'est là qu'Hypatie apparaît dans le conflit. C'est là qu'elle va conseiller régulièrement son ami Orestre dans cette période, notamment parce qu'elle est en relation autant avec les éléments chrétiens que païens. Elle a cette sorte d'idéal hein, d'enseigner à tout le monde et de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Elle est pas impliquée dans cette querelle-là, du moins pas jusqu'à maintenant, et elle est réputée pour sa sagesse. Elle est une bonne conseillère. Et c'est à ce moment-là, finalement, que les alliés de Cyril vont commencer à l'attaquer en soutenant qu'elle empêche la réconciliation entre les deux ennemis, que finalement, c'est une sataniste là, qui s'oppose au pouvoir de l'Église. Et encore longtemps après sa mort, il y a des écrivains chrétiens qui vont relayer cette information. Et ce que je vais vous citer, en fait, ça vient d'une source chrétienne du 7e siècle, qui dit « En ces temps apparut une femme philosophe, une païenne nommée Hypatie, et elle se consacrait à temps plein à la magie, aux astrolabes et aux instruments de musique, et elle ensorcela beaucoup de gens par ses dons sataniques. Et le gouverneur de la cité l'honorait excessivement. En effet, elle avait ensorcelé par la magie, et il cessa d'aller à l'église, comme c'était son habitude. Une multitude de croyants s'assembla, guidés par Pierre le magistrat, lequel était sous tous les aspects un parfait croyant en Jésus-Christ, et ils entreprirent de trouver cette femme païenne qui avait ensorcelé le peuple de la cité et le préfet par ses sortilèges. Et donc, il y a comme une sorte d'escalade de la tension qui va vraiment culminer en 415, lorsqu'Hypatie est malheureusement assassinée par des dévots chrétiens qui sont sous le contrôle de Cyril. Et c'est une source encore contemporaine qui décrit l'événement comme suit.
Au cours de la fête chrétienne du Carême, en mars 415, les Parabalani, c'est les dévots chrétiens, sous les ordres du lecteur nommé Pierre, ont attaqué Hypatie alors qu'elle rentrait chez elle. Ils l'ont traînée au sol jusqu'à une église voisine connue sous le nom de Césarion, où ils l'ont déshabillée de force, puis l'ont tuée avec des ostracas. Ils ont ensuite découpé son corps en morceaux, puis ils ont traîné ses membres mutilés à travers la ville jusqu'à un endroit où ils ont mis le feu à ses restes. Donc c'est vraiment gore. C'est d'une violence sans nom, et juste pour vous dire, des ostracas, dans le langage grec, ça veut dire des bouts de poterie ou des morceaux des morceaux de coquillage, en tout cas. Et donc, c'est vraiment pas des instruments... ça coupe, mais ça... C'est ça. Il a fallu beaucoup de coups. C'est ça. Pas fait donc, pour couper, c'est vraiment une attaque là, d'une longévité vraiment sans nom, là, qui est vraiment terrible. Et finalement, on peut se demander, est-ce qu'Aspasie... Voilà, j'ai fait un lapsus. Est-ce que Hypatie a été victime d'un assassinat politique? Est-ce que c'est un dommage collatéral dans une lutte de pouvoir? Est-ce que c'est une victime de l'extrémisme des chrétiens? Et en tout cas, son meurtre... Est-ce que c'est un féminicide? Des questions contemporaines peuvent être posées. C'est ça. En fait, est-ce qu'on peut se demander... Parce que c'est quand même une intellectuelle. Il n'y aurait pas eu un intellectuel... homme qui aurait vécu un tel c'est ça châtiment. Que je me suis demandé, parce que c'est ça qui a choqué dans son meurtre. Ça, vraiment, païens comme chrétiens dans tout l'Empire vont être révoltés parce que, les intellectuels en général jouissaient d'une certaine immunité, en fait, juste par leur respect social, puis aussi le meurtre d'une femme seule des mains d'un groupe d'hommes au complet, qui est juste, en fait, que même si c'est pas une femme de n'importe qui, c'est super lâche. Puis en fait, c'est ça que je me suis posé comme question. Est-ce que si c'était un homme philosophe, scientifique qui avait été tué de cette façon, est-ce que son meurtre aurait été probablement vengé ou son meurtre aurait été puni? Alors que dans le cas d'Hypatie, vous allez voir, c'est pas vraiment le cas. En fait, malgré l'indignation, Cyril, dont on soupçonne que c'est lui qui a commandé cet assassinat, quoi qu'on n'a aucune preuve là, qui permette de le dire, malgré une enquête impériale sur son cas, il n'y a pas vraiment de répercussions sévères qui lui arrivent. Il se fait confisquer pendant un temps le groupe de dévots chrétiens qui a tué Hypatie. Il se fait confisquer ses gardes. Genre, oui, c'est ça. On les transfère. L'autorité de ces hommes-là est transférée à Oreste, le préfet. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de vraiment comme sévère comme punition. Puis en plus... Est-ce que les dévots chrétiens que tu parles, est-ce qu'ils ont eu une conséquence, eux autres, tout ça? J'ai pas vu de conséquences. C'est peut-être que individuellement, ils ont peut-être retrouvé les hommes, mais visiblement, il y a pas grand monde qui a été puni pour ça. Ça me semble pas être le cas, mais en tout cas, les sources aussi sont difficiles à trouver sur la chose. Et en tout cas, Cyril, lui, va vraiment prendre le contrôle de la cité à partir des années 420. Il va être l'homme le plus important, puis va reprendre le contrôle sur ces groupes de dévots chrétiens. Finalement, va être aussi canonisé par les églises catholiques et orthodoxes. Donc, c'est un saint. Hypatie, elle a pas tout à fait été oubliée. Là. Son symbole, il est vraiment traversé un peu les différentes époques, qui adaptent un peu son image à chaque fois comme ils veulent. Mais comme tu nous disais tantôt, elle a été presque vue comme une sorcière à une certaine époque, puis l'a ramenée, j'imagine. Ouais, ben c'est ça. Il y a certains chrétiens qui en font vraiment une sorcière, mais il y a aussi les néoplatoniciens qui font d'elle une martyre de la philosophie. Puis au lieu de, tu sais, Hypatie avait vraiment cet idéal de cohabitation pacifique entre les chrétiens et les païens, mais ils vont abandonner ça. Les néoplatoniciens vont vraiment se distancier des chrétiens, vont vraiment s'opposer. Donc ça va encore créer des tensions. Au Moyen Âge, on va en faire une sorte de martyre chrétienne parce qu'elle incarne les vertus. Parce qu'elle était vierge, puis elle était comme... donc, on l'amalgame un peu avec certains martyrs chrétiens. Par exemple, durant l'époque moderne, elle va devenir un symbole de tout ce qui va pas bien dans le catholicisme, de l'opposition au catholicisme, à un moment où est-ce que, justement, le protestantisme se développe, mais aussi le siècle des Lumières. On essaie de revenir à la connaissance scientifique. Mais c'est vraiment plus au 20e siècle qu'on en fait une icône pour le mouvement des droits des femmes, pour le féminisme, parce que c'est vrai que ça offre une image très forte. C'est une femme qui transgresse la place qui lui est assignée dans la société pour investir en fait des domaines typiquement masculins comme la vie publique, la vie politique, l'enseignement, la vie intellectuelle. Mais c'est ça, elle était vraiment à l'intersection de plein de dimensions à la fois sociales mais aussi de genre, puis ça lui a
probablement coûté sa vie. Parce que je me dis, ça devait te déranger aussi comme personnage que des hommes aillent chercher conseil chez une femme. Ça semble problématique. Et finalement, ben c'est ça là. En fait, ça résume un peu toute sa vie. Puis je sais que j'ai offert un portrait vraiment partiel, mais je voulais vous inciter à aller peut-être vous renseigner sur cette femme-là, à lire sur elle, puis à écouter le film Agora que je vais faire et on en reparlera. Oui. C'est noté. Mais il y a quelque chose de vraiment comme spécial dans tu sais, elle est morte au mois de mars pendant le carême, puis on est au mois de mars pendant le carême, donc il y a quelque chose de touchant comme à savoir que, tu sais, c'est ça, là, c'est arrivé pendant cette période-là. Là, j'y ai pas pensé quand j'ai fait la chronique, mais quand j'ai réalisé qu'elle était morte en 415 au mois de mars dans le carême, j'ai fait comme, oh wow, ok, ça vient comme tout. Compléter la Compléter, c'est ça, notre émission. Eh bien, merci beaucoup Magali pour ta chronique super intéressante. Ça m'a fait plaisir. C'est déjà la fin de notre émission spéciale. Merci à vous tous et toutes, Magali, Mathieu, Anne-Émilie, Daniel, bien sûr. Merci à Julien pour son super travail en régie aujourd'hui. Malgré tout. Envers et contre tous. C'était super. Sois pas modeste. On vous invite bien sûr à aller vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est là où on met nos anciennes chroniques du passé, d'histoire de passer le temps. Puis aussi à nous écouter quotidiennement sur votre application balado préférée. Alors, bonne fin de vendredi.